Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 13 mars et ce matin il faisait relativement beau, ce qui fait que je comptais vous emmener au rucher, voir un petit peu les ruches, voir les abeilles sortir, les voir rentrer du pollen et tout ça. Or bien que la température était relativement élevée, c'est-à-dire qu'on avait 19 degrés je crois à midi, 1 heure d'après-midi, et ben d'un seul coup il s'est mis à faire un gros orage. Donc avec de la pluie, du tonnerre, des éclairs, tout ce qu'il faut pour pas aller au rucher en fait. Donc je vais en profiter pour vous parler du frelon asiatique, puisque là on va pouvoir démarrer les piégeages de printemps. Alors le piégeage de printemps, il y a deux écoles. Il y en a qui, donc certains pensent qu'il vaut mieux ne pas piéger au printemps, pour laisser la concurrence des reines se faire. Je vous expliquerai ça dans quelques secondes. Et d'autres pensent qu'il faut absolument piéger maintenant, puisque d'après eux, chaque frelon capturé maintenant serait potentiellement un nid en moins. Alors c'est pas tout à fait vrai, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que j'avais fait l'an dernier sur le piégeage des frelons asiatiques et surtout sur le piégeage sélectif. Donc je vous mets dans la description le lien de cette vidéo que vous pourrez aller voir, ça m'évitera de répéter exactement la même chose que l'an dernier. Donc je vais quand même vous réexpliquer que les frelons qui sortent en ce moment donc, sont toutes des femelles qui se sont accouplées avant l'hiver et donc qui sont potentiellement toutes capables de fonder un nid. Seulement sur toutes ces reines qui sortent, il y en a à peu près, on va dire à peu près 10%, alors à la louche, hein, j'ai pas les chiffres exacts pile poil, mais bon, il y en a à peu près qu'une sur 10 en fait qui va vraiment fonder un nid, et les 9 autres qui restent vont n'avoir de cesse que d'essayer de choper le nid à celles qui sont déjà installées. Ce qui fait qu'il y a une grosse concurrence entre les reines au printemps, et c'est ce qui fait dire à certains qu'il ne faut pas piéger au printemps. Alors moi ce que je pense, c'est que là, actuellement, les frelons qui sortent cherchent à se gaver de sucre, puisqu'ils ont, ils ont fait des réserves de graisse avant l'hiver pour passer l'hiver tranquille. Maintenant, ils sortent, ben, ils ont la dalle, quoi, ils ont faim, donc ils vont chercher à se gaver de sucre pour reconstituer leur réserve de graisse, et ensuite seulement vont commencer à faire les nids. Ils ne vont pas faire les nids directement en sortant comme ça. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Et donc moi ce que je vais faire, c'est faire un piégeage là dès maintenant. Là je vais poser les pièges, je vais commencer à en poser un petit peu ce soir, puis je vais en poser aussi demain. Donc alors des pièges sélectifs, bien évidemment. Je vous rappelle quand même qu'on a perdu 80% des insectes en général. Donc ok, il faut aider les abeilles, ça je suis ok avec ça, mais par contre il ne faut pas non plus le faire au détriment d'autres insectes. Sachant que tous les insectes que vous allez capturer dans des pièges non sélectifs, donc par exemple les affreuses bouteilles, vous savez, avec l'entonnoir dedans, là, puis hop, avec du liquide dedans où tout le monde se noie, les guêpes, les mouches, tout ce qui passe, tout se noie dedans, ça je vous déconseille fortement de l'utiliser. Donc si vous utilisez des pièges, utilisez des pièges uniquement sélectifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un piège sélectif? Il y a plusieurs modèles possibles, il y a le fameux Jab Prod que tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde le connaît. Il y a aussi donc, les pièges que je vous avais présentés l'an dernier dans la fameuse vidéo, donc je vous invite encore une fois à aller la voir. Donc un piège sélectif, c'est un piège qui a une entrée calibrée, donc à 8 mm, pour éviter d'attraper les insectes plus gros que des frelons asiatiques, donc du frelon européen, du bourdon ou les xylocopes, vous savez, les grosses abeilles bleu-violet là. Donc ça, il ne faut pas que ça puisse rentrer dedans, surtout pas. Et une grille de sortie pour pouvoir laisser échapper tous les insectes qui sont plus petits que du frelon asiatique. Donc guêpes, mouches, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut rentrer éventuellement dans le piège, quoi. Donc l'appât, vous allez utiliser, alors, selon vos habitudes, moi j'utilise le bon vieux mélange vin, alors je ne vais même pas dire vin blanc, parce que j'essaie avec du rouge, ça marche pareil. La bière, c'est pareil, vous prenez de la brune, de la blonde, moi je prends la moins chère des moins chères, et puis voilà, c'est comme le vin, là j'ai pris du vin blanc en bouteille en plastique, je ne sais plus combien, 1 € quelque chose, enfin voilà, c'est pas la peine de mettre des grands crus pour les frelons. Donc voilà, moi j'utilise le mélange donc bière, vin, cassis, ou autre sirop, que vous utilisiez du cassis, de la grenadine, de la fraise, ça marche pareil, il n'y a pas de souci avec ça. Donc le mélange bière, cassis, vin, je le fais donc à 1/3 de chaque. Et des fois je mets même un petit peu plus de sirop, je mets on va dire un bon tiers de sirop pour un tiers de vin, un tiers de bière. Alors je vous dis qu'elle soit blonde ou brune, que le vin soit blanc ou rouge, ça change absolument rien, en tout cas pas grand chose, quoi. Moi j'ai pas vu de différence, donc il faut que ça soit sucré pour attirer les frelons, il faut que ça soit alcoolisé pour repousser les abeilles, et la bière favorise la diffusion dans l'air des molécules sucrées.
Donc c'est pour ça que ce mélange vin, bière et sirop fonctionne très bien. Maintenant on m'a suggéré aussi d'autres recettes, à savoir le panaché avec de la grenadine à part égale. J'ai essayé, ça fonctionne très bien aussi. On m'a suggéré aussi un autre mélange qui fonctionne très très bien. Je ne me rappelle plus qui m'avait transmis cette recette là, donc je suis désolé, je l'avais dit l'an dernier je crois dans une vidéo, mais là cette année je ne me rappelle plus. De mettre du cola, alors je ne vais pas dire le nom complet, hein, voilà, du soda au cola on va dire, quoi, avec du miel. Et apparemment ça fonctionne bien et ça n'attirerait pas les abeilles. Alors ça m'étonne puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans. En plus il y a du miel, donc visiblement lui installait ça directement vers ses ruches, attrapait les frelons et ne retrouvait pas d'abeilles noyées dans le mélange. Donc vous pouvez utiliser aussi ce mélange là. Cet appât que vous allez mettre dedans, ce qui est bien c'est de le protéger, donc soit avec une petite grille dessus, soit avec une éponge, vous imbibez simplement l'éponge dedans. Le but c'est que les insectes ne puissent pas y avoir accès directement. Puisque pour donc les frelons, s'ils vont y aller, ils vont se noyer dedans, c'est pas très grave. Mais par contre, tous les autres insectes, les guêpes, tout ce qui peut rentrer dedans, il y a les petits bombus aussi qui peuvent rentrer. Donc ils sont des bourdons, mais tout petits, vont pouvoir rentrer dedans. Et même si vous avez des grilles de sortie largement dimensionnées, tout ça, une fois qu'il a bu de la bière et du vin, essayez de retrouver la sortie quand vous êtes complètement bourré, vous voyez ce que je veux dire. Ils sortiront pas. Donc du coup, pour protéger les insectes, d'une part, vous protégez l'appât. Ça n'empêche pas de diffuser ces molécules dans l'air et d'attirer les insectes. Et en plus ça va maintenir les frelons en vie. Alors un petit truc en plus que moi je fais, c'est que je mets dans le truc, je mets une petite gamelle d'eau et un petit bout de candy. Comme ça je nourris les frelons qui sont dedans pendant un certain temps, ce qui fait que plus longtemps ils vivent dans la boîte, plus longtemps ils attirent les autres, puisque les frelons qui sont dans la boîte vont attirer les autres frelons qui sont dehors. Voilà, donc piégeage sélectif dès la sortie des premiers frelons asiatiques. Je vais piéger donc pendant 15 jours, voire 3 semaines, et ensuite je vais arrêter tout piégeage pendant une certaine période. Alors pourquoi j'arrête le piégeage? C'est simplement pour favoriser la concurrence entre les reines. Alors pourquoi je piège pas pendant ce temps-là? Vous pourriez me dire, ouais mais si tu laisses les pièges ça fait rien, tous les frelons qui vont rentrer dedans, ils vont quand même rentrer dedans. Oui, mais non, parce qu'à ce moment-là, comme les larves qui sont dans les alvéoles régurgitent un liquide protéiné dont la reine se nourrit en grande partie, elle a besoin de sucre aussi, mais en beaucoup moins grande quantité que celles qui n'ont pas encore de nid. Et donc en mettant les pièges à pas sucrés, vous allez attraper majoritairement que des chapardeuses. Et en faisant ça, vous allez foutre la paix aux fondatrices, qui donc vont pouvoir se nourrir du liquide protéiné, être beaucoup plus prolifiques, ne plus avoir d'interruption de ponte ni rien, pouvoir pondre à fond tant qu'elles pourront, et à partir du moment où elles commenceront à avoir après ça leurs premières ouvrières, là le nid va s'agrandir, sans interruption, et finir à la fin de l'année énorme. Donc pour ça, moi je veux piéger pendant une période, donc pendant la période d'installation des reines, je piège, ensuite je ne piège plus, j'attends 1 mois, voire 2 mois, et après, quand les nids commencent à se redévelopper, là je vais repiéger de façon à attraper un maximum d'ouvrières. Alors certains me souligneront qu'attraper les ouvrières, entre guillemets, ça sert à rien. Eh bien si dans un nid de frelons asiatiques, vous retirez régulièrement une partie des ouvrières qu'il y a dedans, du coup il y a moins de nourriture qui rentre au nid, et donc la reine pond moins, c'est comme une reine abeille qui va avoir moins de nectar qui va rentrer dans la ruche, va réguler sa ponte. En tout cas les bonnes souches font ça. Donc du coup là c'est pareil, la reine va donc pondre moins, le nid va se développer moins vite, donc chaque ouvrière attrapée, et c'est potentiellement des abeilles en moins d'attraper, et en plus vous ralentissez le développement du nid. Donc oui, moi je pense que piéger les ouvrières c'est tout à fait utile, et même si ça ne détruit pas les nids, en tout cas ça évite à la fin de l'année d'avoir des nids monstrueux, quoi. Voilà. Donc oui, j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Donc voilà, pour résumer, un piège sélectif, appât sucré et alcoolisé, si possible protégé, piégeage 15 jours, 3 semaines après la sortie des premiers frelons, ensuite on arrête, on attend 1 mois, voire 2, et on reprend le piégeage ensuite. C'est comme ça que j'ai fait l'an dernier. J'ai eu des bons résultats. Je ne peux pas garantir que c'est grâce à ça que j'ai eu des bons résultats. En tout cas, l'an dernier, je n'ai pas été trop embêté par les frelons asiatiques de toute l'année. Ils ont commencé à arriver vraiment en fin de saison, ou là, genre fin août, début septembre, ils commencent à être un peu embêtants. J'étais surtout embêté par le frelon européen. Alors pour ce qui est du frelon européen, s'il vous plaît les gars, ok, je sais, ils ont attaqué vos ruches, c'est pénible et tout ça. Le frelon européen est donc en fait, pour ce qui est de la prédation, je dirais que le premier prédateur du frelon asiatique au printemps, c'est le frelon asiatique lui-même. Donc les chapardeuses qui viennent s'attaquer aux fondatrices. Ensuite, c'est le frelon européen. Le frelon européen est notre allié en début de saison. Donc au début de la saison, faites attention de ne pas l'attraper, laissez-le vivre, laissez-le faire. Je sais que j'ai vu plusieurs fois devant des ruches des frelons européens chasser les frelons asiatiques, et ils vont pas doucement, et les frelons asiatiques, je vous garantis qu'ils s'y frottent pas. Le frelon européen est beaucoup plus gros, donc il se barre, et puis voilà. Voilà, l'asiatique se sauve, et même des fois il se fait attraper, découper en morceaux, ramener au nid.
Donc préservez les frelons européens, Vespa crabro, donc vous savez à quoi ça ressemble, les gros jaunes là. Et par contre, voilà, si vraiment à une période en fin d'année tout ça, si vraiment là vous avez une grosse attaque de frelons européens, comme moi j'ai eu l'an dernier, j'avais plus de frelons européens que de frelons asiatiques. Hein. Donc là à ce moment-là, oui, j'ai piégé un petit peu pendant quelques jours pour faire baisser la pression, parce que c'était vraiment infernal pour les abeilles. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai piégé des ouvrières. Donc en piégeant les ouvrières, j'ai ralenti, donc j'ai baissé la pression des frelons sur mes ruches. Mais par contre, j'ai pas empêché les frelons de se reproduire, parce que là, c'était que des ouvrières. Donc, dans le nid, la reine a continué à pondre, à faire avec les ouvrières qu'elle avait. Et donc, il y a eu des gynes qui sont sortis. Donc, voilà, l'espèce est sauvée, il n'y a pas de souci. On ne va pas éradiquer l'espèce en piégeant quelques ouvrières en fin de saison. Mais par contre, si on les piège au printemps en même temps que les autres, là, par contre, on s'expose à des gros soucis, à mon avis, quoi. Voilà, et donc la deuxième partie, je vais vous parler de la destruction des nids. Alors, les nids de frelons asiatiques, que vous soyez apiculteur ou non, il est important de les faire détruire. Je dis ça parce que j'ai vu souvent des gens me dire oh bah moi j'en avais un dans le fond du jardin, mais bon je m'en fous, il ne me dérange pas, donc voilà. Et puis en plus ils ajoutent là-dessus, moi j'ai pas envie de payer quelqu'un pour venir faire enlever ça alors que ça ne me dérange pas. Donc voilà un petit peu le nœud du problème, ce qui fait que ces gens-là ont des nids de frelons asiatiques primaires qui seraient faciles à enlever. Ils ne les enlèvent pas parce qu'effectivement ça ne les dérange pas. N'étant pas apiculteurs, eux ils n'ont pas de souci avec ça. Et du coup en plus ils ne veulent pas payer pour le faire enlever. Donc pour essayer de récupérer tous ces nids là qui sont potentiellement pas détruits, voilà, je vais vous dire, voilà, si vous êtes apiculteur, allez détruire les nids autant que possible si on vous appelle pour le faire, et ne prenez pas d'argent pour le faire. Voyez ça comme un service que la personne va vous rendre. Vous permettre de rentrer chez elle et détruire un nid de frelons asiatiques, c'est un service qu'elle vous rend à vous, c'est pas vous qui lui rendez un service. Vous voyez ? Si on voit les choses comme ça, je pense que c'est une autre façon de voir les choses, et je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça en fait. Voilà. Si vous êtes non apiculteur et que vous avez un nid de frelons asiatiques chez vous, un nid primaire, ou même s'il est plus gros, appelez un apiculteur qui, normalement, 9 fois sur 10, va venir vous le faire et vous ne demandera rien pour ça. Voilà. Vous pouvez lui poser la question avant, savoir s'il se fait payer ou pas. Hein, voilà. Sachant que vous pouvez aussi appeler des insectiseurs, mais le problème, c'est que certaines municipalités prennent en charge la destruction des nids de frelons asiatiques, mais pas toutes. Et ça coûte relativement cher. Alors autant, je vous dirais, oui, alors là, appeler quelqu'un quand c'est vraiment un gros nid qui est dangereux et tout ça, parce que les apiculteurs ne sont pas forcément équipés pour ça. Par contre, voilà, si c'est un petit nid, avant qu'il déménage, qu'il devienne un nid secondaire à 20 mètres de haut et que d'un seul coup il soit énorme, il fasse la taille d'un ballon de basket ou même plus que ça, et soit bourré de frelons qui vont là poser problème, faites-le détruire avant. Et donc si vous êtes apiculteur qu'on vous appelle, allez-y, vous y allez le soir à la tombée de la nuit, ou comme ça vous êtes sûr que la reine est dedans, vous y allez avec un petit bocal, vous mettez le truc dedans, paf, vous bouchez, ça vous prend 3 secondes, et là, potentiellement, c'est vraiment un nid de moins, quoi. Voilà. Bon, la pluie arrive, donc je vais pas tarder d'y aller, là. Donc voilà, un dernier petit mot. Alors, encore un grand merci à tous les gens qui m'ont mis de l'argent dans mes cagnottes depuis le départ. Donc, en 2021, malheureusement, j'ai été obligé de m'en servir pour payer des factures, parce que comme j'avais pas de miel à vendre et rien du tout, j'étais vraiment à sec et... vraiment à sec, on va dire, donc j'étais obligé de payer des factures avec, alors que c'était vraiment pas ça qui était prévu. Moi j'avais prévu de racheter une caméra, j'avais prévu de racheter un micro, j'ai racheté tout ça, et finalement j'ai payé des factures avec. Donc je remercie bien sûr tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, et je remercie aussi tous ceux qui le feront à l'avenir, et je vous remercierai doublement, puisque maintenant ce que je vais faire, c'est que je mettrai votre nom. Je mettrai le nom de tous les gens qui m'ont mis quelques pièces dans ma cagnotte, pour vous remercier, puisque j'ai pas toujours le temps de le faire individuellement, ou des fois j'oublie, ou des fois tout ça, et c'est pas très cool. Je le fais en général pour tout le monde sur les vidéos, je le fais individuellement pour une majorité de personnes, mais il y a certainement des gens que j'ai oubliés, parce que le lendemain des vidéos, le problème c'est que j'ai beaucoup de messages sous les vidéos à répondre, et aussi sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Facebook, il y a des gens qui m'appellent au téléphone. J'essaye de répondre à tout le monde, mais ça me prend énormément de temps, ce qui fait qu'après, il y a des gens, je me suis dit, bah tiens, lui, il faudra que je le remercie et tout, puis je finis par zapper, donc je suis vraiment désolé pour ça. Donc là maintenant, pour oublier personne, je mettrai le nom de tous les donateurs à la fin de mes vidéos, ou au début d'ailleurs, et comme ça, voilà, ce sera une façon de vous remercier. Voilà, si vous êtes assez nombreux à me mettre 1 euro ou 2 euros de temps en temps, et ben moi ça me permet d'avoir une somme qui me permettra d'acheter du matériel que je pourrai vous présenter, et donc vous faire profiter des bons plans, si j'en ai, et aussi vous éviter les plans merdiques s'il y en a aussi.
Je trouve que comme ça tout le monde s'y retrouve et je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore merci à tous ceux qui m'ont mis de l'argent dans les cagnottes jusqu'à maintenant. Grâce à vous, j'ai ma combinaison anti-frelon, j'ai des ruches de Lions 12K, j'ai pu acheter plein de choses et c'est vraiment cool parce que sinon j'aurais pas pu le faire. Donc ça m'a permis d'avancer, d'augmenter mon cheptel et tout ça, et ce qui fait que là normalement d'ici 2 ans je vais pouvoir arriver à vivre de mon activité. Ce qui serait pas mal, quoi. Pour l'instant, je vivote. Je suis inscrit à la MSA, mais par contre, voilà, en tant que cotisant solidaire, c'est-à-dire que j'ai pas un chiffre d'affaires énorme, et pour l'instant, même si je cotise, ça cotise pas pour ma retraite ni pour rien du tout, quoi. Voilà. Mais d'ici 2 ans, ça devrait être bon. Allez, sur ce, eh ben, écoutez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.